Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'allaitement. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Mon bébé a 4 mois et demi, je l'allaite encore aujourd'hui. Et donc j'avais envie de vous faire part un petit peu de mes conseils, de mon vécu, pour que vous, ça puisse vous aider. Alors j'ai tout écrit sur cette petite feuille pour ne rien oublier. J'avais envie de commencer par cette petite vidéo par tous les bénéfices que j'ai vus sur internet que ça pouvait apporter l'allaitement maternel. Alors je précise bien dans cette vidéo que je n'incite pas à l'allaitement maternel. Si vous voulez donner le biberon, mais faites-le hein, avec grand plaisir, vous faites bien comme vous avez envie avec votre enfant. Mais comme moi j'ai allaité mes deux bébés, voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de ce que j'ai vu de positif dans l'allaitement et de ce que j'ai pu voir sur internet. Alors on va faire très vite parce que je pense que cette vidéo va être très longue. Alors concernant les bénéfices, il n'y a pas d'obésité jusqu'à 18 ans, pas d'allergie avant 10 ans, il y a moins d'intolérance au lait de vache, le quotient intellectuel, donc le QI, normalement avec des expériences menées, augmenterait de 15 à 20 points. Il y aurait une meilleure psychomotricité, moins d'hospitalisation, moins de prescription d'antibiotiques, moins d'infections respiratoires et digestives, moins de mort subite, ça c'est super important. Un aspect financier aussi qui est moindre, hein, forcément. Vous achetez pas de lait en poudre, donc ça vous revient à bien moins cher. Parce que moi, Swan, je l'avais allaité pendant 1 mois et demi, ma première fille, qui a aujourd'hui 3 ans et demi. Et après, j'ai acheté du lait en poudre. Et c'est 20 € le pot au début, hein, quand ils sont tout bébés, 20 € le pot à peu près. Si vous le prenez en pharmacie, en tout cas moi c'est ce que je faisais. Et ça vous tient une semaine à peine, donc ça vous fait 80-100 € de budget pour le lait par mois. Je trouve ça énorme, alors que là du coup je ne débourse rien du tout. Et un aspect très positif aussi pour la femme, c'est que vous récupérez beaucoup plus vite après l'accouchement. Et en plus de ça, ça diminue les risques de cancer du sein et des ovaires. Donc je trouve que ça c'est super important aussi de le préciser. J'avais également envie de vous parler un petit peu du matériel nécessaire entre guillemets pour l'allaitement et qui moi m'a bien aidé. Donc tout d'abord les soutiens-gorge d'allaitement, hein, je ne porte plus que ça depuis 5 mois. C'est sûr, c'est pas très glamour. En tout cas moi ceux que j'ai pris chez Kiabi sont pas très glamour. J'imagine qu'il doit en exister d'autres un petit peu plus jolis, etc. Mais bon, ça fait très bien l'affaire pour moi. C'est des soutiens-gorge classiques mais qui se détachent ici. Vous avez une petite pince en fait. Et donc vous avez juste à soulever votre t-shirt, déclipser le soutien-gorge et votre sein est à l'air libre. Un coussin de grossesse, vous savez les gros boudins là que vous utilisez quand vous êtes enceinte, que vous mettez entre vos jambes parce que vous en pouvez plus de votre vie. Et ben vous pouvez le réutiliser quand vous allaitez. Moi je l'utilisais, je le mettais tout autour de moi, donc par exemple hop devant et il passait derrière, ne serait-ce que pour maintenir mon dos et pour poser bébé dessus sur le coussin quand vous allaitez au tout début, qu'il est tout petit. Malgré tout 3,5 kg on va dire la moyenne à peu près d'un bébé à la naissance. 3,5 kg c'est paraît pas grand chose, mais à force de le porter à bout de bras ça peut vite peser. Donc moi je le calais sur mon bras et mon bras je le posais sur le coussin et du coup ça me faisait un petit support et voilà, je trouvais ça très pratique. Vous pouvez également acheter de la crème pour les seins. Moi j'en avais acheté pour la première et je ne l'ai jamais utilisée parce que je vous donnerai un conseil que ma sage-femme m'avait donné pour ma première fille qui a été révolutionnaire et qui est je trouve 10 fois meilleure que les crèmes. Enfin je sais pas, du coup j'ai jamais testé les crèmes mais ça marchait tellement bien pour moi que je n'ai jamais ouvert ce tube là. Mais si vous vraiment ça ne marche pas, achetez des crèmes type lanoline, voilà, vous le mettez sur vos seins si jamais vous avez des crevasses, ça peut guérir. Les coussinets d'allaitement, alors ça c'est la base. C'est la base parce qu'en fait quand vous installez votre allaitement, votre montée de lait, etc. le premier mois, votre corps il régule pas tout à fait en fait la quantité qu'il doit produire. Et moi pour mes 2 grossesses, les premières semaines, oh là là, mais je dégorgeais, j'avais les t-shirts trempés. Et donc je mettais ces petits coussinets là, c'est des petits coussins ronds en tissu que vous mettez dans votre soutien-gorge. Comme ça, si jamais vous débordez, et ben c'est le coussinet d'allaitement qui s'imbibera du liquide et non vos habits. Quoique moi des fois, au début j'en avais tellement que le coussinet était rempli et du coup ça débordait quand même sur mes t-shirts. Et combien de fois on m'a dit t'as une petite tache là. Mais ça vous sauve quand même pas mal la vie. Si jamais vous êtes pudique et que vous n'avez pas envie d'allaiter comme ça en public, chose que vous pouvez très bien faire, hein, mais moi je suis pudique, c'est non pas pour déranger les autres que je mets une couverture, donc l'accessoire dont je vais vous parler c'est une petite couverture ou des t-shirts spécialisés faits pour l'allaitement en cachette entre guillemets. Donc c'était pas pour choquer les autres, c'était vraiment parce que j'ai pas envie que les autres voient ma poitrine en fait. Si j'étais pas pudique, je pense que j'aurais aucun problème à sortir mon sein en
en public parce que c'est la nature quoi, il faut arrêter de sexualiser le sein. Le sein, la fonction première du sein, c'est avant tout de donner du lait. Et Ivy, elle m'embête. Ivy, bonjour. Allez, pile. Maintenant que tu as fait ton petit coucou. Alors vous pouvez également acheter des bouts de lait. Alors je vous conseille pas de l'acheter quand vous êtes enceinte, puisque vous savez pas si vous allez en avoir besoin ou pas. Achetez-le vraiment si vous en ressentez le besoin à l'instant T. J'ai dit bout de lait, mais je sais plus si ça s'appelle comme ça, les bouts que vous mettez au-dessus sur les tétons là pour minimiser la douleur et pour favoriser l'allaitement. Moi j'en ai jamais acheté parce que j'en ai jamais ressenti le besoin, et ça peut être un faux ami ça, hein. Vraiment faites attention si vous l'utilisez. Je pense qu'il vaut mieux l'utiliser qu'au début, exceptionnellement quand vraiment vous en pouvez plus, que vous avez trop mal, mais pas sur du long terme, parce qu'après le bébé il va s'habituer et après vous pourrez plus jamais donner le sein normalement entre guillemets. Et enfin, un tire-lait, mais ça aussi c'est la base. N'achetez pas, vous vous faites prescrire une ordonnance par votre sage-femme, votre médecin. Vous allez en pharmacie et vous l'avez gratuitement. Franchement, n'achetez pas ça. Alors que c'est vrai que le mien il est gros, il en existe des meilleurs, plus petits, plus compacts, plus performants, etc. Mais franchement ceux qui se louent en pharmacie, ils sont très très bien. Et ça c'est la base, parce que si jamais vous avez un rendez-vous, quelque chose, voilà, que vous devez partir sans votre bébé, et ben vous pouvez tirer un peu votre lait et faire un petit stock. Et puis comme ça le papa peut aussi donner votre lait au bébé, et comme ça le fait aussi s'investir dans cette relation qui n'est pas forcément exclusive, hein. C'est pas que la mère qui doit donner à manger. Et donc qui dit tire-lait dit aussi poche de conservation. Donc moi j'avais pris de la marque Medela, c'est des petites poches stériles qui sont donc pas réutilisables. Vous les utilisez et puis après vous les jetez. Ça peut contenir jusqu'à 180 ml. Donc voilà, le lait vous pouvez le garder 48 heures au frigo, 4 heures je crois à température ambiante. Si le bébé a bu dedans, vous le pouvez donner que pendant 1 heure après. Et conservation au congélateur pendant 4 mois. Donc franchement ça aussi vous pouvez vous faire un petit stock. Moi c'est ce que j'essaye de faire aussi quand j'arrêterai de donner mon lait, j'arrêterai l'allaitement, et ben je me dis que j'aurai quand même quelques petites réserves pour poursuivre avec mon lait maternel, même quand j'aurai arrêté l'allaitement. Voilà pour un petit peu ces conseils de début de vidéo. Ça a déjà pris 8 minutes, on est bien. Alors la montée de lait. La montée de lait, alors il faut savoir que c'est pas si évident que ça, c'est pas facile. Il faut s'armer de patience et de courage. Moi pour ma première fille, on m'avait pas dit que ça faisait mal. Alors vous avez les cours de grossesse, machin, les cours de préparation à l'accouchement, tout ça. On vous explique un petit peu le fonctionnement du lait, de la montée de lait, comment ça marche dans le sein, tout ça, mais on vous dit pas trop que ça tue, que ça fait mal, que ça fait extrêmement mal. Au début en tout cas je parle, rassurez-vous, après vous ne sentez plus rien du tout, au bout de 3 semaines, ouais 3 semaines, 1 mois, vous ne sentez plus rien du tout, même peut-être 2 semaines, 3 semaines, je sais plus exactement, mais voilà, vous avez plus du tout mal. Et c'est vrai qu'au début, faut s'accrocher, mais justement faut s'accrocher, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, ça va pas durer, c'est juste le temps que le sein s'habitue, que le lait se fasse, que le bébé prenne bien le sein, etc. et c'est normal. Au début vous allez avoir certes quelques petites crevasses, des petits saignements. Moi j'en ai eu pour mes 2 enfants, hein. Faut pas s'inquiéter de ça, mais voilà, faut se dire que ça va, il faut tenir bon. C'est sûr ça fait un petit peu mal, mais il faut tenir bon. La montée de lait se fait réellement au bout du 3e jour je crois, donc la 2e nuit et la 3e nuit. Autant vous dire que voilà, vous êtes encore à l'hôpital, vous venez d'accoucher, c'est pas la meilleure des nuits que vous allez passer dans votre vie, hein. Pour Swan, moi j'en pouvais plus, vraiment c'était mon premier enfant, et j'ai craqué, j'ai rapidement craqué. Swan en plus elle faisait que pleurer, donc souvent j'appelais n'hésitez pas à appeler les infirmières, les auxiliaires puéricultrices, les aides-soignantes, tout ça pour qu'elles vous aident. Et souvent je les appelais, et alors du coup elles me donnaient des petits biberons tout faits là de lait, parce que moi j'en pouvais plus, j'y arrivais pas, j'avais pas trop de lait étant donné que la montée de lait était en train de se faire, soit elle avait faim, donc voilà, ça m'a bien aidé, mais voilà, faut pas trop non plus donner les petits biberons, parce que forcément si vous donnez que les biberons, la montée de lait ne se fera pas. Donc il faut quand même un petit peu insister avec votre sein, lui donner le sein le plus souvent possible. Pour Aaron, mon fils qui a donc 4 mois et demi, bientôt 5,
La deuxième ou troisième nuit, je sais plus exactement, elle a été vraiment dure aussi parce que bah pareil, montée de lait, et lui il pleurait parce qu'il fallait qu'il fasse sa montée de lait aussi, il avait faim et moi j'en avais pas et au bout d'un moment j'ai pleuré et j'ai appelé quelqu'un et en fait je sais plus qui c'est qui est venu mais c'est un personnel soignant, une femme qui est venue et qui a pris Aaron, elle l'a bercé et voilà ça a suffi pour le calmer. Donc voilà, j'ai juste eu ce petit épisode contrairement à Swan qui elle ça a été vraiment catastrophique presque toutes les nuits à la maternité. Mais Aaron du coup j'ai réussi à tenir bon, peut-être parce que j'avais déjà l'expérience de Swan et donc je savais qu'il fallait que je m'arme de patience, de courage, tout ça, qu'il fallait que je persévère, persiste et que je serre les dents. Donc peut-être que ça a facilité mon allaitement avec Aaron, mais c'est vrai que pour Swan j'ai un peu plus cédé. Et donc pour Aaron, cette personne elle est venue, elle l'a bercé puis ça l'a calmé et en fait je lui ai jamais donné de petits biberons à Aaron. Pour que la montée de lait se fasse aussi, il faut pas que votre tété... que votre bébé ne tète pas pendant plus de 6 heures je crois. Donc moi je me rappelle que je mettais le réveil toutes les 6 heures la nuit, parce que c'est quand je dors, pour que je donne le sein à Aaron. Par exemple admettons la dernière tétée elle était à minuit, il fallait pas qu'il dorme jusqu'à 6-7 heures du matin. C'est à dire qu'à 6 heures je mettais mon réveil pour lui donner une tétée. Donc s'il s'endormait vers les coups de 10 heures, une fois ça m'est arrivé de mettre mon réveil et du coup je lui ai donné le sein à 4 heures parce que sinon la montée de lait elle se fait pas. Donc c'est très important de lui donner le sein maximum toutes les 6 heures. 6 ou 4 heures, je sais plus. Mais bon, de toute façon à l'hôpital ils vous le disent. Alors maintenant on va passer à quelques petits conseils que je pourrais vous donner concernant mon expérience, par rapport à mon expérience, mon vécu et ce qu'on m'a dit à l'hôpital, les sages-femmes, etc. Alors tout d'abord ils vous le diront tous, hein, si vous décidez d'allaiter, ça sera un allaitement à la demande. Vraiment dès que vous voyez qu'il a faim, dès qu'il a pleure, n'attendez peut-être pas forcément qu'il pleure pour lui donner le sein d'ailleurs, mais voilà, essayez de lui donner très souvent et à la demande, c'est-à-dire dès que vous voyez qu'il a faim, il faut lui donner. J'ai vu que ça se faisait de plus en plus de faire de l'allaitement à l'amiable, j'ai vu. Donc c'est-à-dire de le faire patienter peut-être une demi-heure pour que voilà, il se régule petit à petit le bébé. Alors peut-être pas dans les premières semaines de vie, mais à partir d'un mois, je pense que vous pouvez envisager, si vous voulez, par exemple si vous envisagez de reprendre le travail prochainement, de passer à un allaitement à l'amiable. Donc pas de le faire patienter pendant des heures et des heures, hein. C'est pas ce que je vous dis. Vous ne vous fixez pas, voilà je vais l'allaiter toutes les 4 heures et s'il y a 2 heures il pleure, ne le faites pas pleurer pendant 2 heures. Hein. Mais voilà, si vous voyez qu'il commence un peu à chouiner, à pleurer, essayez peut-être de le faire patienter pendant 20 minutes, une demi-heure, en jouant avec lui, en le stimulant. Voilà, normalement ça passe. Après vous lui donnez bien sûr. Hein. Mais bon, moi j'ai toujours fait l'allaitement à la demande. Même encore aujourd'hui qu'il a 4 mois et demi, bientôt 5 mois. Je pense que vous l'aurez compris qu'il a bientôt 5 mois. J'ai fait le choix de ne pas donner de tétine à Aaron. Pour Swan, elle en voulait pas à la maternité. Mais en fait elle pleurait tellement que j'ai cédé et je lui ai donné la tétine. Et je lui ai forcé, elle en voulait pas mais je forçais. Et ça a été un calvaire après pour lui enlever la tétine, c'est horrible. La tétine c'est le mal du bébé. Alors du coup pour Aaron, j'ai décidé de pas du tout lui donner. Et j'avais mes 2 tétines dans la valise, hein, mais au cas où. Je m'étais dit au cas où, mais je comptais pas lui donner. Et je ne lui ai jamais donné. Enfin si, je mens. Je lui ai donné quelques fois quand je rentrais à la maison, qui pleurait quand j'allais chercher Sona à l'école par exemple, et qui pleurait, il hurlait dans la poussette. Donc voilà, dans ces petits moments-là, la tétine ça le soulageait un petit peu. Mais dès qu'il se calmait, hop, je lui ai enlevé. Ça y est. Je lui ai enlevé et voilà, aujourd'hui il prend pas du tout la tétine, il s'endort sans tétine. Voilà, essayez, bon là on dérive, c'est encore un autre sujet, c'est plus le sujet de l'allaitement, c'est le sujet de la tétine. Mais voilà, la tétine n'est pas obligatoire, vraiment n'est pas obligatoire. Essayez de pas lui donner, voilà, vous verrez tous les bienfaits que ça a déjà après pour sa dentition plus tard. Et puis il vous réveillera pas en plein milieu de la nuit parce qu'il aura perdu sa tétine. Enfin vraiment, moi je revis. C'est pas que je revis, mais je suis tellement contente de ne pas lui avoir donné la tétine à Aaron. Alors le lait c'est très simple, hein. C'est la loi de l'offre et la demande. C'est-à-dire que plus vous allez stimuler votre sein, plus vous allez mettre bébé au sein, plus il va téter, ou plus vous utilisez le tire-lait, plus votre corps va produire de lait. C'est aussi simple que ça. Quand vous voulez arrêter l'allaitement, vous arrêtez de stimuler votre sein et normalement l'allaitement s'arrête tout seul. Il n'y a pas besoin de cacher ou je sais pas quoi, parce que voilà, votre corps il voit bien que le lait ne sort plus, donc il y a moins besoin d'en produire, donc ça s'arrête tout simplement.
Et à l'inverse, plus vous voulez avoir de lait, plus il faut le stimuler. Donc encore une fois, allaitement à la demande, surtout au début. Hein, je parlais d'allaitement à l'amiable tout à l'heure, mais c'est plutôt passer les 1 mois, je pense. Au début, le premier mois, faites vraiment à la demande, hein, parce qu'il faut vraiment stimuler votre corps pour que voilà, votre corps comprenne qu'il faut faire du lait. Surtout qu'un bébé, bah, ça grandit, donc il a besoin de manger de plus en plus de lait. Donc voilà, il faut stimuler pour que votre corps comprenne qu'il faut qu'il en produise en plus grande quantité. Si la caméra bouge, voilà, c'est parce que Ivy est à mes pieds et elle est toute folle là. Elle joue avec moi, voilà. Elle est sur mes jambes là, je remets la caméra. Donc voilà, encore une fois, persévérer. Alors je sais au début ça va être très compliqué dans le sens où vous allez avoir l'impression de passer votre vie au sein, mais vraiment. Le premier mois, les 2 premiers mois, je peux vous dire que vous avez la tête sous l'eau, que vous vivez au rythme de bébé. Hein. C'est pas lui qui vit à votre rythme, non, c'est tout l'inverse. C'est à vous de vous adapter à lui. Donc j'ai passé clairement mes 2 premiers mois sur le canapé ou dans le lit avec bébé accroché, ventousé au sein. Mais c'est tout à fait normal et c'est ce qu'il faut faire pour avoir un allaitement durable par la suite. Alors tout à l'heure je vous parlais de crevasses et d'un conseil que j'avais envie de vous donner. Alors moi le conseil qu'on m'avait donné pour Swan, pour qui j'avais eu d'énormes crevasses, enfin pas des crevasses, j'avais des petites croûtes, ouais, et je saignais beaucoup. Parce que Swan elle prenait peut-être pas forcément bien le sein, et puis parce qu'au début, je connais personne qui n'a jamais eu de crevasses au début d'un allaitement. Alors moi ce que ma sage-femme m'a conseillé de faire, c'est de presser en fait le sein pour faire sortir le lait sur une compresse stérile. Et vous imbibez donc bien la compresse stérile de votre lait et vous mettez cette compresse stérile, je vous montre, sur votre téton, votre mamelon, là où vous avez les crevasses, et vous mettez votre soutien-gorge par-dessus. Je vous assure qu'en 24 heures, même peut-être moins que ça, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, un truc de dingue. Le lait, elle me bouffe les doigts, hein. Le lait maternel, c'est un remède super puissant en fait. Même si votre bébé a des croûtes de lait, n'hésitez pas à l'asperger de votre lait sur la tête, les sourcils, enfin là où il en a quoi. Et vous massez, vous étalez votre lait sur là où il y a les croûtes de lait, ça guérit. Ça guérit, je vous assure que ça guérit, c'est miracle ce truc. Donc ça guérit les croûtes de lait, ça guérit vos crevasses et très rapidement. C'est pour ça que je vous disais, les crèmes, tout ça, ça coûte super cher pour pas grand chose. Vous avez quelque chose de naturel qui est fabriqué par votre corps, qui guérit, qui soulage, c'est énorme. Et si vous n'avez pas de compresse stérile, bon, je pense que vous pouvez utiliser du coton. Ou alors vous faites presser, vous faites sortir quelques gouttes de lait et puis vous étalez sur votre mamelon tout simplement. Et ça guérit. Pas besoin de plus, franchement c'est miraculeux ce truc. Alors bien sûr vous aurez eu des cours de préparation à la grossesse et vous aurez eu un cours sur l'allaitement normalement où on vous parle de la position de bébé. Alors c'est vrai que voilà, il faut qu'il ait une bonne position, ventre contre ventre, c'est très important si vous l'allaitez par devant. Après il y a d'autres positions, hein. La position du rugby, vous le mettez là sur le côté, vous tenez la tête et vous lui donnez le sein comme ça. Mais si vous lui donnez par devant, c'est bien ventre contre ventre. Et puis il faut faire en sorte que votre bébé il ouvre bien grand la bouche pour qu'il ne prenne pas que le téton. Parce que s'il prend le téton, là c'est là que ça va vous faire mal. Et c'est là que ça tue. Parce qu'il va vous pincer juste le téton et ça fait trop mal. Non, il faut stimuler avec votre téton la lèvre supérieure par exemple pour qu'il ouvre grand la bouche, il lève et hop là vous lui mettez pour qu'il prenne une bonne partie du mamelon. Hein. C'est ça qui est très important. Mais bon, je vais pas vous refaire un cours, mais c'est vrai que ça c'est très important si vous voulez éviter les crevasses. À la maternité, on m'a également dit, pour Swan, que ça ne servait à rien de faire l'euro étant donné que je l'allaitais et que quand il allaite, il n'avale pas d'air. Je trouve que c'est un conseil complètement stupide et complètement faux. Pour Swan, j'avais fait ça au début et je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et puis malgré tout, je lui ai fait faire l'euro et ça s'est reconfirmé là avec Aaron. Elles m'ont dit aussi, pas besoin de lui faire l'euro, nanani, nanana. Je le faisais pas faire l'euro au début, puis je voyais que au bout d'un moment votre bébé il va s'énerver sur le sein, il va téter, puis hop 2 secondes après il va s'énerver, et pourtant vous avez du lait et vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui le dérange en fait. Et faites-lui faire l'euro, même si c'est en plein milieu d'une tétée. Des fois le jet qui sort de votre sein est tellement puissant qu'il avale, mais il n'a pas le temps d'avaler correctement en fait, et du coup il avale obligatoirement un petit peu d'air. Et donc ça va le gêner à un moment donné, il va plus arriver à avaler parce que forcément le ventre il est rempli d'air, c'est comme quand vous avez un roux, ça passe plus quoi. Donc faites-lui faire un roux même si c'est en plein milieu de la tétée. Moi souvent c'est en plein milieu de la tétée
Je vois qu'il en peut plus, je lui fais faire un petit row, un bon gros row. Et après ça repart, je le remets au sein. Et puis après tout va bien, un deuxième row si vous voulez, si vous voyez qu'il en ressent le besoin. Mais voilà, je pense que c'est vraiment important qu'il expulse l'air, qu'il avale malgré tout, même s'il est au sein. Alors il m'est arrivé un truc pour Aaron. Moi Swan je l'ai allaité que pendant 1 mois et demi. Et passé un mois j'étais passée un peu à un allaitement mixte. Parce que je vous disais Swan ça avait été vraiment compliqué. Et puis ça avait été mon premier enfant. Donc voilà, j'étais pas préparée. C'est surtout ça je pense. J'étais pas préparée mentalement à ce que ce soit aussi dur. Et c'est pour ça que j'ai vite cédé et qu'on est vite passé au biberon en fait. On est passé à un truc mixte. Un allaitement mixte, donc à la fois le sein, à la fois le biberon. Mais l'allaitement mixte, je pense que c'est mauvais plan. C'est mauvais plan parce que forcément, comme je vous disais tout à l'heure, comme vous allez lui donner un biberon, et ben il va moins stimuler votre sein et donc vous allez avoir moins de lait et donc c'est un cercle vicieux. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment ben, j'avais beaucoup moins de lait et du coup je suis passée au biberon et j'ai arrêté à 1 mois et demi. Donc vous voyez, je suis passée à 1 mois allaitement mixte. Et 1 mois et demi j'ai arrêté parce que j'avais presque plus rien, donc ça servait plus à rien. Donc allaitement mixte, mauvais plan. Mauvais plan, mauvais plan. Mais j'étais pas assez préparée pour Swan à l'allaitement. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai vite cédé. Là pour Aaron j'étais bien plus préparée mentalement. Je savais à quoi m'attendre. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Je pense que c'est vraiment important que vous vous prépariez psychologiquement, mentalement si vous voulez allaiter. À ce que ce soit pas aussi simple. Les premiers temps, encore une fois j'insiste bien, les premiers temps. Donc pour en revenir à mon histoire, Swan, j'avais pas vu ça parce que j'étais passée à un allaitement mixte. Par contre Aaron, voilà, il a jamais pris de biberon dans sa vie. Et puis passé un mois, à un moment donné, une semaine, il m'a pas fait caca pendant 3-4 jours. Et moi j'ai eu peur, j'ai appelé la PJ, j'ai dit mon bébé il fait plus caca, qu'est-ce qui se passe, ça va pas. Et elle m'a dit aïe, elle m'a dit non c'est tout à fait normal, à passer un mois, les bébés allaités ils font moins caca. Ça arrive très souvent qu'un bébé ne fasse un caca qu'une fois par semaine. Parce que voilà, il prend tout ce dont il a besoin dans le lait et il rejette moins de choses. Donc c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, ça aussi, on ne le vous dit pas à la maternité. En tout cas, moi, on ne me l'a pas dit. Et donc je vous le dis, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Et aujourd'hui, bébé Aaron, il fait quoi? Les caca une à deux fois par semaine. Alors j'avais aussi envie de revenir sur le fait de l'endormir au sein ou pas. Moi c'est ce que je faisais au début avec Aaron. Mais je pense sincèrement que c'est pas une bonne habitude à prendre. Peut-être le premier mois, les 2 premiers mois vous pouvez le faire. Mais il faut rapidement vous défaire de cette habitude là. Parce qu'après, bah, comme son nom l'indique, votre enfant va prendre l'habitude de s'endormir au sein. Et quand vous voudrez qu'il fasse ses nuits, je suis en plein dedans hein, c'est pour ça que je vous en parle. Bah voilà, il va pleurer longtemps parce qu'il comprendra plus pourquoi il s'endort plus au sein. Le sein, moi, et ça il commence à faire ses nuits, mais voilà, il a commencé à prendre l'habitude de s'endormir avec et puis il faisait un petit peu synthétine quoi. Donc voilà, il faut pas non plus, une fois que vous sentez qu'il boit plus, vous le voyez hein, quand il boit, vous le voyez quand il avale. Et quand vous voyez qu'il ne boit plus, qu'il avale plus, c'est qu'il fait tétine. Et à partir de ce moment là, il faut le décrocher, il faut le coucher, laissez-le pleurer un petit peu, revenez vers lui régulièrement, bercez-le, chantez-lui, parlez-lui, rassurez-le, caressez-le un petit peu. Mais évitez de lui redonner le sein, sauf si au bout d'un moment hein, bien sûr hein, encore une fois, puis vous le faites bien comme vous le sentez. Mais voilà, évitez qu'il fasse trop synthétine. Moi je l'ai un petit peu fait là avec Aaron et j'aurais pas dû. Mais bon, au final il s'est vite déshabitué, donc ça c'est chouette. Mais évitez qu'il s'endorme au sein et qu'il fasse le synthétine. Ça c'est pas une bonne chose à faire. Alors Swan, ma première fille, elle a fait les coliques, elle a fait des grosses coliques. Je l'allaitais encore et c'était la période où je commençais à passer à l'allaitement mixte. On va vous dire c'est votre lait maternel, on va vous dire c'est le lait en poudre. Moi j'ai tout entendu, c'est à cause de ça, c'est à cause de ci, c'est à cause de machin, c'est à cause de trucs. Je pense que le lait maternel c'est ce qu'il y a de mieux pour votre enfant. Je pense pas que ce soit le lait en poudre ni le lait maternel qui favorise les coliques. C'est simplement voilà, le système digestif de votre enfant qui se met en place. Donc si vous avez de la chance, il ne vous fera pas de coliques et ça c'est très bien. Et si vous n'avez pas de chance, il vous en fera. Mais ça ne sera pas à cause de l'allaitement maternel, pas à cause du lait en poudre non plus. Mais je pense quand même que le lait maternel c'est le meilleur lait que votre enfant puisse boire. Donc voilà, ne vous culpabilisez pas s'il fait les coliques, c'est pas à cause de votre lait maternel. Hein, il y a tellement de bienfaits dans le lait maternel que c'est pas à cause de ça. Peut-être par contre faites attention à ce que vous mangez. Moi ma sage-femme m'a conseillé d'éviter de manger tout ce qui était poireaux, choux et fromage. Donc j'ai accouché au mois d'octobre, vous sortez de 9 mois de grossesse, vous avez qu'une envie c'est de vous péter le bide avec une bonne raclette. Vous pouvez toujours pas. Parce que voilà il fait les coliques. Alors au mois d'octobre j'étais en plein hiver. Tout le monde mangeait des raclettes et moi j'étais là
bah, je mangeais pas de fromage. Mais c'est pas grave, parce que franchement quand votre enfant fait des coliques, qui pleure, à hurler, vous savez plus quoi faire pour le rassurer, le consoler, que rien n'y fait, et ben vous vous privez de fromage. C'est pas bien grave, c'est juste quelques temps. Aujourd'hui ça y est, je remange du fromage et tout, et voilà, il a plus aucun problème. C'était juste le temps que ses intestins, tout ça, ça se fasse bien et qu'il s'habitue à avoir quelque chose qui passe dans son ventre, quoi. Donc moi j'ai accouché le 21 octobre le 31 décembre, donc 2 mois et demi après, j'ai eu mes règles. Donc j'ai eu le retour des règles qui sont survenus et j'ai constaté en parallèle que j'avais moins de lait. Donc j'ai eu ma première baisse de lactation fin décembre. Je vais la poser parce que là elle m'énerve. Allez, stop. J'ai alors demandé à ma sage-femme pourquoi. Est-ce que c'était parce que j'avais mes règles que j'avais moins de lait? Et elle m'a dit que non, c'est parce que j'avais eu une baisse de lactation que mes règles sont revenues. On dit souvent que l'allaitement ça prévient le fait de retomber enceinte très rapidement, parce que voilà, vous n'avez pas vos règles. La lactation empêche le cycle de se faire, d'ovuler, etc. Mais c'est un risque qui est quand même important, puisque pour que l'ovulation ne se fasse pas, il faut que le bébé tète maximum un certain nombre, enfin il faut pas qu'il tète qu'il ne tète pas pendant plus de 4 heures, voilà, un truc comme ça, qu'il tète une certaine quantité, enfin voilà, il y a plein de règles comme ça qui sont trop strictes. Pardon, mais ma chienne elle commence à m'énerver et elle revient, hein. Je disais donc qu'il y a des règles trop strictes pour que l'ovulation ne se fasse pas. Donc voilà, c'est un risque quand même qui est important, parce que vous ne pouvez pas contrôler ça. C'est quelque chose qui ne se contrôle pas. Si l'ovulation se fait parce que voilà, vous avez donné une tétée au bout de 5 heures alors que normalement c'est 4 heures, et ben hop, ça y est, l'ovulation se fait. Et sauf que vous ne le savez pas en plus, parce que quand vous ovulez, vous ne le savez pas. Vous le savez que 2 semaines après, quand vous avez vos règles. Donc voilà, c'est pas parce que vous avez vos règles que vous n'avez plus de lait, c'est parce que vous avez plus de lait que vous avez eu vos règles. Donc moi j'ai eu mon retour de couche, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, hein, au bout de 2 mois et demi. Et voilà, j'avais moins de lait. Alors là ce qu'il faut faire c'est stimuler à fond. J'avais réellement peur moi de pas arriver à poursuivre mon allaitement à cause de ça, mais ma sage-femme m'a bien dit, hein, elle m'a dit c'est pas parce que vous avez une baisse de lactation que ça ne peut pas repartir, vraiment. Alors là mes conseils c'est que j'ai bu j'ai bu plein de tisanes d'allaitement, je déteste tout ce qui est thé, tisane, café, je déteste vraiment, j'aime pas du tout ça. Je buvais ça, vous l'aurez vu peut-être d'ailleurs dans mes vlogs si vous suivez mes vlogs. Je buvais ça en me pinçant le nez parce que je déteste vraiment le goût, mais bon, j'ai fait cet effort là. Je mettais bébé Aaron au sein presque toutes les heures, je crois que je le mettais régulièrement au sein, même quand il pleurait pas, même quand il était tranquille, pour stimuler, encore une fois la loi de l'offre et la demande, stimuler, et puis le tire-lait, ça aussi, ça c'est votre meilleur ami quand vous avez une baisse de lactation. Voilà, il faut stimuler pour que votre corps comprenne encore une fois qu'il faut produire. Et mon allaitement est reparti, et même il est très bien reparti, hein. Donc rassurez-vous, si vous avez une baisse de lactation, il faut stimuler, le faire téter à fond pour que ça reparte. Et ça repartira sans aucun problème. Une chose que je fais aussi quand je vois que voilà, j'arrive en fin de tétée, qu'Aaron il commence encore un peu à avoir faim, et que j'ai faite quand j'avais ma baisse de lactation, c'est que je me pressais le sein en fait, tout simplement pour l'aider à ce que le jet sorte plus vite, à sa convenance quoi, parce que je voyais qu'il s'énervait un petit peu au sein, que voilà, le débit n'était pas aussi rapide que ce qu'il voulait. Donc voilà, j'hésitais pas à presser mon sein en même temps que je lui donnais le sein, donc ça l'aidait un petit peu. Donc voilà, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas si facile que ça, mais il faut persévérer, il faut serrer les dents. Je crois que je vous l'aurais dit plein de fois dans cette vidéo. Et il faut persévérer parce qu'après vous, déjà ça crée une relation mère-enfant incroyable, hein, il faut se le dire. Et c'est vraiment quelque chose de magique. Moi j'adore donner le sein, vraiment j'adore. Et une fois le premier cap passé, le cap où c'est un peu difficile, après c'est que du bonheur, vraiment c'est que du bonheur. Moi ça me fait plus du tout mal. En plus il se régule, donc il tète un petit peu moins souvent. Voilà, les tétés s'espacent de plus en plus. Ça devient vraiment beaucoup plus agréable. Il y a encore des petites contraintes parce qu'il faut encore la couverture, il faut encore se cacher des gens. Voilà, vous pouvez pas partir toute une journée, sauf si vous tirez votre lait bien sûr, hein. Mais voilà, ça a plein d'autres avantages aussi pour lui, pour vous, pour la relation que vous créez avec votre enfant. C'est que du bonheur, vraiment. Donc persévérez. Mais il faut savoir que c'est pas si facile que ça au début. Ça, il faut le savoir. Mais du moment que vous le savez, après vous pouvez affronter ce premier mois qui est plutôt compliqué sans aucun souci.
Une chose que j'ai également oublié de vous dire et qui me semble très importante, c'est écoutez-vous. N'écoutez pas la belle-mère, la mère, la tante, la soeur, la machin, le truc, votre entourage, ne l'écoutez pas. Faites bien comme vous le sentez, comme vous pensez bien faire pour votre enfant. Comme je le dis tout le temps, vous êtes la meilleure mère que vous pouvez être pour votre enfant. Donc vraiment n'écoutez pas le reste. Écoutez-vous, c'est vraiment l'essentiel, le plus important je pense. Et puis si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, c'est pas un échec, vous lui donnerez un biberon et puis c'est pas grave. Il vaut mieux un allaitement au biberon qui est serein plutôt qu'un allaitement au sein qui est stressant, épuisant. Et voilà, il vaut mieux privilégier la sérénité que le stress. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, vous conseiller, vous guider. Moi j'espère poursuivre mon allaitement encore très longtemps, hein. J'aimerais bien, au début je disais minimum 6 mois, mais là je suis à 5 mois d'allaitement et en fait je me dis déjà, et non j'ai envie de poursuivre encore et encore, donc peut-être 1 an, 2 ans, on verra. Mais en tout cas j'adore l'allaitement et la relation que je crée avec mon fils et je regrette quelque part un peu de ne pas avoir fait plus pour Swan, mais encore une fois c'était par manque de préparation. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut!